vous connaissez ces films par cœur, ces films que vous avez conseillés à tous vos amis, toujours avec le même avertissement, regarde-le, mais surtout, ne lis rien avant, ne regarde rien avant. Ces films qu'on retrouve dans tous les classements de spectateurs, IMDb, Letterboxd, Sens Critique, Allociné, peu importe. Ces films, vous les avez tous vus, ils fédèrent des communautés, ils alimentent des théories, ils déclenchent des débats sans fin. C'est Fight Club, Memento, The Usual Suspects, Le Sixième Sens, Mulholland Drive, des titres devenus cultes, mais qu'est-ce qui les rend si obsédants? Pourquoi même des années après continuent-ils à vous captiver autant? Pourquoi vous les adorez? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Alors asseyez-vous confortablement, on commence maintenant. Remontons le temps jusqu'en 2006. Cette année-là, Lars von Trier sort The Boss of It All. Un film a priori banal dans sa mise en scène, pas de twist spectaculaire, pas de grande énigme à résoudre. Et pourtant, le réalisateur y a caché quelque chose, ce qu'il appelle des lookies, des petites anomalies visuelles glissées volontairement dans le décor ou dans le cadrage. Un rideau qui change de place entre deux plans, un objet qui disparaît puis qui réapparaît, un reflet incohérent. Von Trier ne dit rien au spectateur, aucune règle n'est annoncée, aucune explication n'est donnée. Et il révèle ensuite que ces lookies sont bel et bien intentionnels et qu'il offre même une récompense à celui qui parviendra à décoder leur logique. Von Trier résume ainsi l'idée, c'est un jeu mental avec le cinéma comme plateau. Avec cette phrase a priori anodine, Von Trier vient en réalité de conceptualiser un tournant majeur, amorcé depuis au moins une dizaine d'années dans la manière de construire un film. Il redéfinit le rapport entre le film et son spectateur. Un film désormais ne se limite plus à raconter une histoire que le spectateur suivrait passivement du début à la fin. Il tend un piège, il lance un défi, il vous met à l'épreuve, il transforme le spectateur en joueur. Le chercheur et critique Thomas Elsässer va théoriser cette approche et lui donner un nom, les Mind Game Films. Des films construits comme des jeux, mais dont les règles ne sont jamais clairement énoncées, où les réponses sont bel et bien présentes, mais données trop tôt, ou trop tard, où les indices sont dissimulés dans des détails que la plupart ne verront pas, ou parfois vous ne savez même plus si ce qu'on attend de vous c'est de regarder ou de participer. Ces films fonctionnent sur deux niveaux. Premier niveau, le personnage est piégé, il vit dans un monde truqué qu'il ne comprend pas. Second niveau, vous êtes piégé, le film vous ment, vous cache des informations cruciales. The Game de David Fincher. Un homme d'affaires froid, riche, méthodique, voit sa vie basculer lorsqu'un mystérieux service lui offre un jeu. Mais ce jeu ne ressemble à rien de connu, il déborde sur son quotidien, il brouille les frontières entre réalité et simulation et semble vouloir le détruire. Chaque rencontre, chaque accident, chaque rebondissement pourrait être réel ou entièrement mis en scène. Et tout jusqu'au dernier instant est conçu pour qu'il ne sache jamais où il se trouve dans la vie ou dans la partie. On est sur le premier niveau dans lequel le personnage est piégé. Même principe dans le Truman Show de Peter Weir. Truman, employé modèle, mari, aimant, vit dans une petite ville parfaite. Ce qu'il ignore, c'est que chaque rue, chaque maison, chaque habitant est un élément de décor, que sa femme, ses amis, ses voisins sont des acteurs et que toute sa vie est le cœur d'un gigantesque plateau de télévision diffusé dans le monde entier. Le spectateur, lui, sait tout depuis le début. Quel plaisir vient de cette asymétrie. Voir Truman commencer à douter, guetter les indices, tenter de franchir les limites d'un monde qu'il croyait réel. Parfois, ce type de piège prend des formes encore plus radicales. Dans Old Boy de Park Chan-wook, un homme est séquestré pendant 15 ans sans raison apparente. Lorsqu'il est libéré, il part en quête de vérité, mais chaque indice qu'il trouve, chaque piste qu'il suit fait partie d'un plan plus vaste, orchestré pour l'amener à une révélation insoutenable. Ici, le piège ne se limite pas à une illusion visuelle ou à un environnement truqué, c'est la mémoire elle-même qui devient une arme. On retrouve aussi cette logique dans Le Prestige de Christopher Nolan, où deux illusionnistes rivaux se livrent une guerre d'ingéniosité. Chacun manipule non seulement le public, mais aussi son adversaire, brouillant la frontière entre le spectacle et la réalité. Chaque tour, chaque disparition, chaque réapparition pourrait être un simple trucage ou quelque chose de beaucoup plus troublant. Dans tous ces cas, le spectateur suit un personnage qui croit agir dans un monde authentique alors qu'il se déplace dans un espace construit pour lui. La clé de ce niveau, c'est donc l'ignorance du personnage. Lui ne sait pas. Nous, spectateurs, nous oscillons. Parfois, nous en savons plus que lui, parfois, nous en savons moins. Mais dans les deux cas, nous sommes pris dans le même dispositif. Nous avançons avec lui, attentifs au moindre signe, au moindre indice qui pourrait venir fissurer l'illusion. Maintenant, prenez Fight Club de David Fincher. Pendant 2 heures, vous suivez un narrateur désabusé, fasciné par un homme charismatique, Tyler Durden. Vous assistez à leur rencontre, à leur amitié, à la création d'un club clandestin où les hommes se battent pour ressentir à nouveau quelque chose. Jusqu'au moment où le film vous assène la vérité. Attention, spoiler, Tyler n'a jamais existé. C'est une projection mentale, un double imaginaire. Le narrateur et lui ne font qu'un. Et soudain, tout ce que vous avez vu se reconfigure. Chaque échange, chaque dialogue, chaque scène anodine devient un mensonge élégant que vous n'aviez pas vu venir. On est dans le second niveau, celui où ce n'est plus le personnage qui est manipulé, mais vous. Où le film, dès son premier plan, vous place, vous, dans une position d'ignorance totale et vous fait croire à une réalité où les règles du jeu ne sont pas simplement cachées aux héros, mais elles sont aussi dissimulées à celui qui regarde. Dans The Usual Suspects de Bryan Singer, la manipulation est
est encore plus frontale. Un petit escroc, Verbalkind, raconte à la police comment un mystérieux criminel, Kaiser Soze, a orchestré un coup d'une violence inouïe. Vous écoutez, vous reconstituez l'histoire avec lui jusqu'à ce que la vérité se révèle, tout était inventé. Les détails de son récit venaient des objets présents dans la pièce d'interrogatoire et le coupable était sous vos yeux depuis le début. Vous vous rendez compte alors que le film vous a trompé et a brisé le pacte qu'il avait avec vous, ce pacte selon lequel ce que vous voyez à l'écran a une forme de vérité narrative. Le sixième sens de M. Night Shyamalan pousse le concept dans une autre direction. Tout au long du film, vous suivez un psychologue pour enfants qui aide un petit garçon qui affirme voir des morts. La tension monte, les rencontres s'accumulent jusqu'à la révélation. Le psychologue est lui-même mort depuis le début. Une information qui, une fois connue, redonne un nouveau sens à chaque scène, à chaque silence, à chaque absence de contact physique. Memento de Christopher Nolan joue avec une autre arme, le temps. L'histoire d'un homme incapable de former de nouveaux souvenirs, raconté à rebours, scène par scène, de la fin vers le début. C'est un montage pensé comme une mécanique de tromperie et de révision permanente. Avec Donnie Darko de Richard Kelly, avec Lost Highway et Mulholland Drive de David Lynch, la manipulation devient encore plus abstraite. Ce ne sont pas seulement les événements qui se réorganisent à la lumière d'une révélation, mais la nature même de la réalité qui est remise en cause. Identité double, temporalité disjointe, espaces mentaux et réels entremêlés, tout est fait pour que vous doutiez de ce que vous voyez. Ici, il ne s'agit plus seulement de vous piéger, mais de vous faire sentir que votre perception est instable, que rien ne peut être tenu pour acquis. Ce qui relie tous ces films, c'est la position dans laquelle ils vous placent. Vous croyez voir une histoire claire, cohérente, structurée, mais c'est une façade. La véritable architecture est invisible tant qu'un élément clé ne vous est pas donné. Et quand il arrive, il bouleverse tout. Ce n'est pas un simple twist, c'est un mécanisme de relecture, une invitation à revenir en arrière, mentalement ou physiquement, pour tout revoir sous un autre angle. Et c'est précisément là que naît ce que vous aimez tant, la sensation de rejouer la partie. Car après la révélation, vous ne regardez plus le même film, même si c'est exactement le même. Certains Mind Game Films ne se contentent pas de piéger un personnage ou un spectateur, ils construisent leur intrigue entière autour d'une altération de la perception, souvent liée à un trouble psychologique, un traumatisme ou une faille de la mémoire. Ici, ce n'est pas seulement un élément du récit, c'est le dispositif central et c'est ce qui rend ces films si fascinants. Reprenons l'exemple de Memento. L'amnésie antérograde de Léonard, à savoir son incapacité à créer de nouveaux souvenirs, n'est pas un simple trait de caractère ou un obstacle, c'est la structure même du film. Chaque scène est un fragment et chaque fragment est coloré par l'oubli qui le précède. Le spectateur partage littéralement l'incapacité du personnage à se souvenir et doit recomposer le puzzle au fur et à mesure, avec les mêmes limites, avec les mêmes failles. Ce n'est pas un artifice, c'est une immersion sensorielle dans un état mental. Fight Club, de son côté, fait de la dissociation de personnalité du narrateur le moteur invisible du récit. On ne nous présente pas le trouble comme un diagnostic, mais comme un état de fait que nous découvrons en même temps que lui. Pendant tout le film, nous adoptons son point de vue biaisé et lorsque la vérité tombe, elle reconfigure non seulement ce que nous avons vu, mais aussi notre confiance dans la narration elle-même. Mulholland Drive et Lost Highway de David Lynch poussent encore plus loin cette idée de pathologie productive. Ici, les fractures identitaires, les glissements entre rêves, fantasmes et réalités alternatives ne sont jamais clairement étiquetés comme des troubles psychologiques. Ils sont vécus de l'intérieur, comme des réalités successives et contradictoires qui coexistent. Le spectateur expérimente directement l'instabilité psychique sans explication médicale ou narrative qui viendrait le rassurer. Dans ces films, le trouble mental n'est pas seulement un élément de la caractérisation, c'est un dispositif narratif qui permet de jouer avec la causalité, la temporalité et la fiabilité du récit. Ces pathologies sont productives parce qu'elles génèrent de la structure, elles justifient l'ellipse, le montage éclaté, les contradictions, les récits en boucle et surtout, elles créent une empathie paradoxale. On partage la confusion du personnage, mais on en tire un plaisir intellectuel intense. En d'autres termes, ces films transforment une déficience en un moteur de jeu. Vous êtes encore avec nous ? Super, on continue. Jusque-là, on a vu comment ces films vous manipulent, comment ils piègent le personnage, comment ils vous piègent vous, et transforment chaque visionnage en partie de cache-cache. Mais il y a autre chose, une série de signes et des formes qui reviennent, des motifs récurrents qui finissent par devenir familiers. À force d'en voir, vous commencez à les repérer, à les guetter, à les assembler comme des pièces de puzzle. Et c'est là que le jeu devient obsession, parce qu'on ne regarde plus simplement un film, on cherche les codes. Il y a d'abord les mondes truqués. Ce sont les espaces fermés, les réalités artificielles construites pour piéger un personnage ou le spectateur. Le Truman Show est l'exemple parfait. Une ville entière est un plateau télé. Chaque interaction est scénarisée, chaque geste est surveillé. Mais on peut aussi penser à The Game, où la vie réelle est envahie par un dispositif invisible qui fabrique des coïncidences et des catastrophes sur mesure. Ensuite, les récits en boucle. Ces histoires où le temps ne file pas en ligne droite mais se plie sur lui-même. Dans Memento, le montage remonte à rebours jusqu'à l'origine du drame. Dans Donnie Darko, la boucle temporelle est plus ambiguë. Entre voyage dans
temps et délire psychotique. Dans Mulholland Drive, c'est la structure même du film qui agit comme une boucle. La seconde partie reflète et déforme la première comme un rêve qui recompose les souvenirs. Il y a les identités multiples. Fight Club est l'exemple canonique avec son narrateur et Tyler Durden qui sont une seule et même personne. Mais David Lynch en fait un principe systématique. Dans Lost Highway, un personnage se transforme littéralement en un autre sans explication. Dans Mulholland Drive, une actrice en devient une autre et le récit bascule dans une nouvelle réalité. On a aussi le faux narrateur, celui qui raconte l'histoire en nous montrant ou en nous cachant l'essentiel. Verbal Kint dans The Usual Suspects est l'exemple le plus pur. Il construit un récit entier à partir de mensonges improvisés et le film nous le livre sans distance jusqu'à la révélation finale. Il y a également les objets ou indices récurrents qui deviennent les points d'ancrage du puzzle. Dans Memento, ce sont les tatouages et les polaroïds de Léonard. Dans Seven, la boîte finale devient un symbole qui concentre toute la mécanique du récit. Dans Donnie Darko, c'est le masque de lapin de Frank, signal d'une dimension parallèle. Ces objets sont souvent ambigus. Ils semblent offrir une clé, mais ouvrent plutôt sur de nouvelles questions. Et puis, il y a l'importance du spectateur comme joueur. Ces motifs ne sont pas là par hasard. Ils sont conçus pour éveiller un certain type de regard. Celui qui traque les correspondances, qui repère les répétitions, qui cherche à reconstruire une vérité. Chaque indice est une invitation à entrer dans le jeu, à élaborer des hypothèses, à combler les blancs. En alignant tous ces motifs, on voit bien que les Mind Game Films ne sont pas seulement des histoires à twist. Ce sont des machines à observation. Elles transforment le spectateur en détective. Et c'est précisément ce rôle actif qui explique pourquoi ces films nous hantent. Pourquoi nous continuons à en parler, à les revoir, à les décortiquer. Mais ces films ne se résument pas à des mécaniques bien huilées. Il faut aussi comprendre pourquoi ils ont émergé maintenant. Pourquoi depuis la fin des années 90, ces récits puzzles se sont multipliés. Comme si quelque chose dans l'époque les appelait. La réponse se trouve peut-être moins dans le cinéma lui-même que dans le monde qui l'entoure. On vit dans une époque fragmentée, saturée d'images, de récits contradictoires, de flux incessants. Les versions s'empilent, les points de vue s'opposent, les faits eux-mêmes deviennent flous. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'actualité, c'est déjà un puzzle à reconstituer, un jeu de montage mental pour y voir clair. Dans ce contexte, le Mind Game Film agit comme un miroir. Il rejoue cette expérience, celle de devoir trier, douter, reconstituer. Il transforme le spectateur en enquêteur parce que le monde réel exige déjà de nous ce travail permanent d'interprétation. À cela s'ajoute une révolution silencieuse, le numérique. Depuis Internet, les DVD, le replay, notre rapport au film a changé. On peut revenir en arrière, mettre sur pause, revoir une scène 20 fois, chercher une explication sur Google ou Reddit. Le film devient un espace à explorer, à disséquer. Et ces œuvres sont pensées pour ça. Elles se prêtent à l'arrêt sur image, à l'analyse, image par image, au visionnage infini. Mais ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est aussi une question de vérité. Dans un monde où tout peut être mis en doute, les institutions, les médias, les discours officiels, ces films captent cette méfiance ambiante. Ils nous disent, et si ce que vous croyez voir n'était pas la vérité? Et nous voilà happés dans ce récit où chaque certitude est provisoire, chaque réponse est une nouvelle énigme. Ce doute va plus loin encore, il touche à ce qu'on est, à nos identités elles-mêmes. Dans une époque postmoderne où chacun se réinvente selon les contextes professionnels, intimes, numériques, les personnages fragmentés de Mulholland Drive ou de Lost Highway nous parlent profondément. Ces films montrent un monde où personne n'est un, où les visages se dédoublent, où l'histoire elle-même se tord et le spectateur s'y reconnaît. D'autant plus que l'époque adore participer, réagir, rejouer sur YouTube, Reddit, TikTok. Ces films ne cessent de renaître, en théorie, en vidéo explicative. Ils ne se terminent pas avec le générique, ils se prolongent, ils se ramifient, ils deviennent des écosystèmes. Ils s'intègrent parfaitement dans cette culture de la participation où chaque spectateur devient aussi un narrateur. Autrement dit, ces films sont faits pour notre époque. Pour son éclatement, pour sa vitesse, pour ses doutes, pour ses écrans, pour sa soif d'interprétation. Ils ne sont pas seulement regardés, ils sont vécus, rejoués, débattus. Parfois, on a même l'impression qu'ils ont été créés précisément pour ce monde. Mais alors, pourquoi vous les aimez tant? Pas juste pour leur histoire, pas juste pour leur twist, pas même pour leur virtuosité formelle. Non, ce que vous aimez, ce que nous aimons, c'est ce qu'ils déclenchent en vous. Ce jeu mental, cette chasse à l'indice, cette sensation de progresser dans le brouillard. Ils vous tendent un récit incomplet, ils vous jettent des fragments, ils brouillent les pistes et ils vous laissent le soin de recomposer le tout. Vous n'êtes plus un spectateur passif, mais un joueur, un détective, un analyste amateur, quelqu'un qui avance, teste, revient en arrière, quelqu'un qui aime se perdre pour mieux se retrouver. Et ce pacte-là est rare. Un pacte paradoxal. Le film vous trompe et vous l'en remerciez. Il vous ment et vous en redemandez parce que vous savez que derrière la confusion, il y a la jubilation, ce moment où l'ordre surgit du chaos, où la clé semble vous échapper juste avant de se révéler. Et même quand vous la tenez enfin, le plaisir n'est pas fini, il ne fait que commencer car vous pouvez revoir, réinterpréter, replonger. Chaque visionnage est une nouvelle partie. C'est pour ça qu'il dure, parce qu'il génère une vie après le film. Des débats, des explications, des interprétations qui circulent. Chaque spectateur devient un relais, un fragment de mémoire collective qui maintient le film vivant bien après sa sortie. Et peut-être qu'au fond, c'est aussi une manière de rejouer notre rapport au monde, de transformer le doute en expérience esthétique, l'instabilité en jeu, l'incertitude en plaisir. C'était Contrebande, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour les formats suivants. À bientôt dans la prochaine.